Daté de François Ier, hein, la capitulation entre François Ier et la Sublime Porte, c'est-à-dire la Turquie. Donc, tout cela a été démoli d'un coup parce que M. Juppé, l'homme qui s'est le plus trompé, dressé sur ses ergots, a décidé que ça allait tomber, et puis que de toute façon dans ces pays allait se créer, comme la démocratie chrétienne, la démocratie islamique. C'est pas. Voilà, vous en savez. Alors nous défendons quoi? Nous défendons une opposition qui n'existe pas. L'opposition, personne ne la reconnaît en Syrie. Ce sont des gens qui n'ont pas, qu'on ne connaît pas, et qui même sur place n'ont absolument aucun. Il n'y a aucun combattant qui combatte pour le gouvernement en exil. À un moment donné, Hollande a décidé que, vous pourriez peut-être former un gouvernement en exil. Ils ont été étonnés. C'est absurde. Évidemment, ils étaient incapables de le faire. Ils étaient incapables de le faire. C'était le. Je ne sais pas comment il s'appelait, enfin. Il y en a eu tellement. Mais la seule dynamique, d'ailleurs, de ce gouvernement en exil, elle va vers l'islamisme. Et n'oublions pas que les combattants, l'opposition syrienne en armes, n'aurait jamais dû aider l'opposition syrienne en armes. Parce qu'au début, il y a eu des manifestations à Dera. Dera, c'est à la frontière, c'est comme s'il y avait des manifestations à Menton. Donc ça venait de l'extérieur. Ça a commencé comme ça, on a dit, mais oui, il y a quand même une opposition contre Assad, c'est une opposition des civils. C'est pas vrai, il n'y a jamais eu, c'était des infiltrations. Et tout de suite, il y a eu des armes. Et de manière pertinente, le gouvernement avait dit, on ne va quand même pas donner des armes aux opposants, c'est pas notre affaire. Et finalement, ils ont donné des armes. Les armes sont retrouvées chez Daesh, naturellement. Alors, mais les opposants syriens en armes, qu'est-ce que c'est? Il n'y en a pas un seul qui défendent une société humaine. Ils sont tous djihadistes. Ils sont pratiquement tous islamistes. Comment s'appelle-t-il? Jabhat al-Nusra. Al-Qaïda. Alors Al-Qaïda, c'est mieux que le Daesh, paraît-il. C'est ce que disait notre ministre des Affaires étrangères, émérite, qui est devenu président du Conseil constitutionnel. C'est émérite. Al-Nusra a fait du bon travail en Syrie. Oui, Al-Qaïda a fait du bon travail en Syrie, n'est-ce pas? Harakat Sham al-Islam, groupe de Marocains djihadistes. Harakat Faj al-Ashram al-Aslamiyya, Ansar al-Islam, ils veulent tous la charia. Tous. Il n'y a pas d'exception. Pourquoi le défendre? Donc je pense que notre objectif véritable, ce serait de coordonner la lutte contre tous les islamistes. Pas seulement les islamistes de Daesh, c'est-à-dire de l'État islamique, c'est un acronyme qui veut dire État islamique, mais contre tous ceux qui ambitionnent de faire régner l'ordre de la charia. Et si l'ordre de la charia règne, il n'y aura plus de chrétiens ici. Mais nos gouvernants s'en foutent. Ils sont tout à fait indifférents à cette disparition des chrétiens. Ils ont fait le choix de leur dire on vous accueillera, partez, quittez la Syrie, venez chez nous et restez-y. Mais ce n'est pas ce que veulent les patriarches sur place. C'est une erreur. Nous voulons que la Syrie, que l'Irak, que le Proche-Orient ait une présence chrétienne. C'est là qu'est né le christianisme. Donc, le troisième point, évidemment, là, c'est pas notre liste, c'est défendre les chrétiens. L'objectif, ce qu'il faut faire, ce qu'il faudrait faire, c'est défendre les chrétiens. Ils avaient atteint à peu près 10% de la population, notamment à Alep, qui est une ville avec une bonne minorité chrétienne. Minorité. Mais il y a un mot du maronite, du patriarche maronite libanais qui disait nous sommes, au Liban, ils commencent à être minoritaires, ils sont 40%, mais c'est leur faute. La démographie n'est pas assez dynamique pour les chrétiens au Liban. Ils étaient 60% il y a très peu de temps, ils sont maintenant 40%, ils sont minoritaires. Ils sont menacés quand même. Mais le patriarche maronite disait nous ne sommes pas minoritaires, nous sommes originaires. Bien sûr, les chrétiens sont originaires dans cette
C'est là que le christianisme est né. Et si les chrétiens sont restés vivants pendant très longtemps, c'est parce que les musulmans ont été, pas contraints, mais ont été, comment dire, parce qu'on trouvait un mot lundi acceptable. Par exemple, comment Damas a été envahi, les musulmans sont rentrés par une porte, et la deuxième porte, la deuxième porte de Damas, il y avait le patriarche. Ils ont trouvé un compromis. Et donc les chrétiens sont restés présents. Au point que d'ailleurs, il y a un grand saint qui s'appelle Saint Jean Damascène, qui avait des fonctions officielles auprès du calife, au début même de l'influence de l'islam. Donc, comment peut-on accepter que ce christianisme disparaisse? Il ne faut pas. Et donc, il faut changer complètement de politique. Perspective d'avenir, bon, ben, il n'y en a pas beaucoup, mais je la définirai par un seul mot, c'est le mot sagesse. La sagesse des nations. C'est une sagesse nationale aussi qui interdit de projeter utopiquement sur la Syrie, ce qui ne correspond à rien à sa réalité complète. C'est De Gaulle qui parlait de ne pas aller en Orient, dans l'Orient compliqué avec des idées simples. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Nous défendons des utopies complètement contre-productrices, qui d'ailleurs ne sont pas l'émanation de notre réalité même, qui en sont la déformation. Et nous ne défendons pas, en défendant cela, notre pays réel, et nous ne défendons pas non plus, par la même occasion, le pays réel sur lequel nous projetons nos chimères. C'est-à-dire pas nous, des utopies, des doxailles, des chimères, sur une réalité extérieure qui n'en peut mais. Et puis elle se venge. Je ne suis pas freudien, donc je ne parlerai pas de retour du refoulé, mais il y a quand même un retour de la réalité déniée. Elle se venge d'une certaine manière. Elle se venge. Alors ce qu'il faudrait, moi je crois que c'est une métanoïa. Les Grecs appellent ça métanoïa, c'est une conversion politique. Faute de quoi, moi j'ai eu un témoignage, un Libanais rencontré au consulat du Liban, me disait, c'était en 2013, au début, si vous continuez comme ça avec votre politique de gribouille, c'est pas une guerre civile en Syrie, elle se développera, c'est une guerre civile mondiale, vous allez avoir. C'est bien ce qui se passe, non, c'est là le danger. Mais il y a un mot l'expression espagnole qu'on retrouve en sous-titre du soulier de satin de Claudel, le pire n'est pas toujours sûr. Espérons aussi que le pire ne soit pas toujours sûr. Merci. Merci Max. Avez-vous des questions à poser? Oui. Mais la politique française, les hommes politiques sont-ils ignorants ou est-ce que c'est volontaire? Moi, c'est vraiment quelque chose que je voudrais savoir. Alors, ignorance ou volonté de... Il ne faut pas surestimer leur lucidité. Mais parfois, c'est volontaire, mais il y a les deux. Elle n'est pas contradictoire. C'est volontaire dans les... Et si c'est volontaire, quel est le but pour la France? Mais le but... ouais, d'abord, il y a des préjugés qui habitent la doxa, moi je dirais la doxa. Donc c'est au nom d'une certaine doxa, et notamment celle qui est répandue dans les médias, d'ailleurs qui ne sont plus écoutées. Je ne sais pas pourquoi on surestime les médias, puisqu'on ne les écoute plus, puisqu'on ne les estime plus, puisqu'ils sont maîtrisés, et qu'on va chercher son information. Ça c'est une bonne chose. Sur Internet, là où on veut, ça c'est une bonne chose. Ça c'est une bonne chose, on ne pas Internet. Mais enfin, une bonne chose qu'on puisse aller chercher son information où on veut, qu'on ne soit pas soumis à telle heure à on va chercher ailleurs. Une bonne chose. Donc ils croient encore qu'on en est là, quoi. Qu'il y a une doxa, il faut... mais ils sont incapables d'une conversion, ils sont incapables de changer. Incapables de changer. Je peux répondre
secondes avec le micro. Parce que, s'il vous plaît. Merci. Ce que vous appelez doxa, je l'appelle autrement. Je l'appelle le marxisme culturel. Le marxisme culturel est une idéologie politiquement correcte. Le politiquement correct, c'est la bien-pensance. C'est-à-dire que maintenant, la France, tout le monde, nous sommes obligés, par ce que vous appelez la doxa, de penser correctement. Alors, penser correctement, ça veut dire que l'islam, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est la religion de paix, de tolérance et d'amour, etc. La religion chrétienne, c'est une sous-merde, excusez-moi mon père. C'est quelque chose qui est marxiste, fondamentalement marxiste. Ce sont des choses qui datent de 1910 ou 1920, qui datent de Lénine, qui datent de cette époque où le marxisme s'est installé et où nous n'en sommes pas sortis. Et pire que ça, le politiquement correct est le marxisme culturel d'aujourd'hui. Le marxisme culturel veut la destruction de la religion chrétienne, veut la destruction du christianisme, veut la destruction de la famille, veut la destruction de la patrie, veut la destruction de tout ce qui faisait notre intégrité nationale. D'où l'islamo-gauchisme. Oui, c'est ce que vous pouvez l'appeler aussi l'islamo-gauchisme. Mais moi, je l'appelle marxisme culturel. J'ai écrit des livres là-dessus. Je vous en ferai un jour certainement une conférence. Mais n'oubliez jamais ça. Pensez à ça. Pensez qu'il y a une volonté internationale qui n'est pas que nationale. Macron n'est pas l'homme de la France. Macron est l'homme du groupe de Bilderberg. L'homme du groupe de Bilderberg, c'est un groupe internationaliste, marxiste culturel, qui veut la destruction de toutes les nations, qui veut la destruction du christianisme, la destruction de la famille, qui veut la destruction de l'ordre ancien pour le remplacer par je ne sais quoi, je ne sais pas encore bien ce en quoi ils veulent le remplacer, mais on en est là. Voilà, je voulais juste... Oui, là-dessus je vous la ferai. Promis. Y a-t-il d'autres questions plus liées à ce que nous venons d'aborder, c'est-à-dire le Kéchan, le parti basse, les Alaouites, ces explications sur les Alaouites? Y a-t-il d'autres questions sur ce qui vient d'être dit? Oui. Merci. Alors, présente-le. Oui, voilà. Notre intervenant donc vient de Uruguay, vient d'arriver, spécialement pour le Café Histoire. Non, pas tout à fait. Enfin, il vient au Café Histoire, c'est déjà une bonne chose. Et avant qu'il intervienne, donc Pierre Drouet a écrit, on a parlé des droits de l'homme tout à l'heure, tu as parlé, donc, il écrit un petit ouvrage donc, aux éditions Bœuf de Bouillon, il pourra vous le dédicacer si vous le souhaitez, où il fait un comparatif entre la déclaration des droits de l'homme, si je ne me trompe pas, de 1947 et les droits de l'homme de l'islam. Donc voilà, je vous redonne la parole. Merci. Merci. En fait, je souhaitais intervenir sur deux des thèmes qui ont été abordés. On a parlé des droits de l'homme, on a aussi parlé... Mettez près de... Ça va plus fort? Oui. Ça on a donc parlé des droits de l'homme. On a aussi parlé du politiquement correct. Ce sont deux thèmes qui apparaissent et qui sont souvent sous-estimés, si je peux dire. Pourquoi? Le droit de l'homme, d'abord, Vous ne pouvez pas nous faire une conférence. Quoi? Il ne faut pas nous faire une conférence. Je ne vous fais pas une conférence, je reviens juste sur les deux thèmes, parce que pour clarifier la question des droits de l'homme en eux-mêmes, il y a quand même deux déclarations qui ont été enregistrées aux Nations Unies sur les droits de l'homme. Enfin, l'une, la Déclaration universelle de 1947, que tout le monde connaît, et l'autre, qui est la Déclaration des droits de l'homme en islam, qui est beaucoup moins connue, mais qui est sortie en 1990, qui est tout aussi ratifiée par un plus grand nombre de pays encore que la Déclaration universelle. Et ces deux déclarations ont pour but de promouvoir le bonheur de l'homme, en fin de compte.
à terme, n'est-ce pas? Avec simplement des petites déviations différentes. Je ne veux pas faire une conférence, je dirais simplement que la différence principale entre les deux déclarations, c'est que la déclaration islamique copie, presque mot pour mot quelquefois, la déclaration universelle des droits de l'homme. Elle a la même structure, elle a les mêmes types de paragraphes, avec des nuances, bien sûr, mais chaque article de la déclaration islamique, qui reprend grosso modo l'article en parallèle de la déclaration des droits de l'homme, est aussitôt nuancé par ceci est ce que nous venons de dire dans cet article tout à fait valable, sous réserve de l'application de la charte. Et la fin de la déclaration islamique, il y a deux articles qui disent tout ce qui est dit dans cette déclaration dépend de l'application de la charia. Voilà. Et là, je crois que, bon, j'aurais beaucoup à dire, mais je ne veux pas entrer. Et je reviens sur la question du politiquement correct. Le politiquement correct, en fait, est pratiquement une création des États-Unis pour pouvoir imposer non seulement leur concept, c'est pas seulement leur concept, mais leur hégémonie. Parce que c'est une façon d'imposer aux États et aux individus, par le biais des États, des conceptions, une certaine responsabilité en quelque sorte, entre guillemets, qui amène à utiliser ce politiquement correct comme un outil extrêmement dangereux et qui tout le monde accepte parce qu'il faut l'accepter. Alors on a parlé du rôle vis-à-vis de l'islam, mais c'est pas seulement vis-à-vis de l'islam du politiquement correct, c'est général, c'est global. Voilà, je m'excuse, je me suis un petit peu emparé. Bien, merci. Donc, nous allons avoir un témoignage, celui de Jacques, donc, qui est paroissien de Saint-François-de-Paul, que certains d'entre vous connaissent. Il dit qu'il n'est pas philosophe, mais donc il est parti donc, en Syrie, dans le cadre de SOS chrétien d'Orient, et je lui ai proposé de quelques mots de nous expliquer ce que SOS chrétien d'Orient faisait là-bas. Nous avons également donc le responsable, je sais que certains connaissent le chrétien d'Orient, donc il faudra aussi nous parler des activités sur la région. Bon. Jacques, bonsoir. Je ne vais pas trop vous vacciner après ces brillants interlocuteurs. Moi, je ne suis pas du philosophe, hein, je suis concret et même rasnote. Hein. Donc, j'ai aidé. Alors, déjà, j'ai 6 enfants et bientôt 25 petits-enfants. Parce que moi, je pense que la meilleure façon de militer, c'est la loi du nombre. Parce que vous parliez on a bon nombre, mais on a souvent discuté avec des Arabes chrétiens. Dans leur village, ils étaient minoritaires. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'enfants. Les Apaches, les Characabois, les Hurons, ils existaient, ils étaient là, mais ils ont disparu. Donc, le problème, il est là. Donc j'ai découvert, en 2016, j'ai décidé d'aller en Syrie. C'était un tollé dans ma famille, parce que je venais juste d'être retraité, en clair. Et puis je me suis dit, il faut faire quelque chose. Autour de moi, j'ai beaucoup d'amis qui parlaient, qui phrasaient, enfin bref. Et moi, je me dis, il faut y aller, parce que les politiques là-bas, ils m'offrent. Et je suis tombé sur une association, donc... j'ai découvert SOS chrétien. Alors pourquoi j'ai choisi SOS chrétien? Parce que d'abord j'ai été enthousiasmé par leur slogan qui était, jadis, je pense que c'est toujours le même, je m'arrête si je me trompe, hein, aidez-nous ici à les aider là-bas. Moi j'ai trouvé ça formidable, surtout dans le contexte de 2016, où c'était un peu la foire en pogne, et puis nos évêques, nos prêtres, c'était une ouverture, open bar, on accueille tout le monde, pas trop les chrétiens mais surtout les musulmans. Enfin bref, ça n'allait plus du tout avec ma façon de voir. Contact SOS chrétien d'Orient très chaleureux, profond, militantiste, côté très sympathique. Et ce qui m'a plu, c'est un peu le non-professionnalisme, parce qu'en 2016, ils étaient tout neufs et tout beaux. Et c'est pas une ONG classique, on vous demande d'avoir un bac plus 15,
d'avoir une maîtrise d'anglais, et puis tout un tas de choses. Là-bas, l'entretien s'est fait autour d'une bonne bière, au Café Bourbon, à côté du palais du même nom. Et puis, on a bien rigolé, et puis bon, le gars, je lui dis, bon, la Syrie, il dit, bon, ok. J'ai reçu un truc pour aller au Liban, du reste, pendant 2 mois, c'est peut-être ce que j'ai demandé, mais enfin, ça faisait partie un peu de l'organisation générale. Et j'ai quand même eu, au bout d'une semaine, mon billet d'avion pour la Syrie. Je suis resté 2 jours au Liban, de façon à regrouper les volontaires. On n'était pas nombreux, on n'était que 2. Donc ensuite, on a franchi la frontière syrienne, ça s'est très bien passé. Alors la Syrie, pourquoi? Devant le matraquage servi par les caisses de résonance, je rejoins un peu les interlocuteurs, des officines gouvernementales françaises sur le régime syrien, ce pays, la Syrie, m'est devenu tout à coup fortement sympathique. Moi, je suis revenu enthousiasmé. Je n'ai pas pris ma carte du parti basse, mais c'était tout comme. Et puis, quoi de mieux pour découvrir par soi-même le pays. Et puis, surtout, il y a eu les propos, alors je rejoins un petit peu mon interlocuteur, les propos de Fabius qui m'avaient profondément heurté. Bon, les propos de Fabius sur le bon boulot d'Al-Nosra, entre parenthèses, propos ambigus. C'était au cours je crois, d'un article dans Le Monde du 13 décembre 2012. Et ça m'avait, ça a mis bout à bout, je suis parti en Syrie. Je remercie mon épouse parce que ça a créé pas mal d'embrouilles au niveau du ménage et autres, et puis je suis parti pendant 2 mois. Alors, je dirais qu'il y a 3 axes dans la SOS Chrétien d'Orient, enfin ça c'est mon ressenti personnel. Il y a l'aide physique, l'aide matérielle et l'aide spirituelle et morale. Donc pour l'aide physique, on avait un chantier dans le Vieux-Damas. SOS avait signé, si je me trompe aussi, parce que j'ai pas vu la fin, SOS avait signé un partenariat avec l'association syrienne Al-Sakra, Le Rocher, donc pour la création d'un institut professionnel d'architecture traditionnelle. Bon, ça nous fait bien rire parce qu'on a manié la pelle, la pioche, on a la brouette, tout le Bataclan. J'ai fait ça pendant 15 jours d'affilée à 3 semaines. Le but est de participer à la préservation du patrimoine architectural syrien, et notamment celui de Vieux-Damas. C'était très pompeux, c'était sympa. Description d'un chantier, alors pour les garçons, alors en gros à Damas on était 6 garçons, 6 filles, je dis 6 garçons, j'ai fait remonter la moyenne d'âge vite fait bien fait, parce que les gars ils avaient tous 22-23 ans, moi j'en ai que 66, et puis, ça s'est très bien passé, le fait d'avoir une famille nombreuse, d'avoir fait du scoutisme, et puis l'armée, j'étais à l'aise comme un poisson dans l'eau. Journée d'un chantier, donc on se réveillait le matin à 7h, petit déjeuner rapide, on partait avec les filles, alors, toujours en taxi, parce que le responsable, ils avaient une frousse absolument, surtout les filles qui avaient un peu peur, de se faire kidnapper pour servir d'amusement pour les gens de Daesh, entre autres. Donc la journée d'un chantier, c'est un travail très difficile, comme je vous disais, il fallait manier les sacs, on a cassé une maison, on l'a refait, on a enlevé des poutres. Enfin, j'ai jamais vu la fin du chantier, le reste, j'aurais bien aimé avoir quelques photos. Les contacts, on était avec une équipe d'ouvriers syriens, ils étaient 6, et puis nous on était à peu près 4 lascars sur le chantier. Bon, de temps en temps, j'ai laissé les jeunes quand même casser au bout de 6-8 heures, je pense en avoir un peu marre, personnellement. Donc j'allais sur le toit, je me reposais un peu, et puis je regardais les avions passer, qui étaient, à l'époque, ça cartonnait du côté d'un quartier qui s'appelle l'Est Jobar. C'est l'Est de Damas, qui était tenu par nos amis d'Al-Nosra, d'Al-Qaïda, enfin j'ai pas bien compris. Enfin bref, ça faisait beaucoup de bruit. Mais les ouvriers avaient l'habitude de ce genre de trucs. Les filles, alors on les laissait à l'hôpital Saint-Louis, à Damas. On les laissait dans les maisons de retraite et les maisons d'handicapés. C'était tenu par des sœurs et des religieux. Alors, les aides morales, je résume, les aides morales, un témoignage de notre foi. À chaque intervention et déplacement, nous arborions nos t-shirts SOS. Alors, pour certains, comme dirais-je, volontaires, c'était dur, parce qu'ils avaient certains qui avaient un peu la frousse. On n'a jamais eu de problème. Le soir, après le chantier, on allait chez les Salésiens, on allait à l'école Jean Bosco de Damas. Alors là, les plus gaillards d'entre nous, ceux après le chantier, jouaient au foot, au basket. Moi, j'étais complètement lessivé, je jouais au baby-foot. Et j'avais une équipe de petits gamins de 10 à 14 ans, ça m'allait tout à fait. C'est très statique. J'ai fait des langues progrès, c'est un baby-foot en Syrie. C'était très positif. Alors certains samedis, donc, on allait au kermesse, on organisait des jeux, c'est pareil, moi j'étais responsable du Chamboultou, ça m'allait très bien, les gars ils comprenaient, c'était assez basique.
Et puis, ah oui, après l'animation avec les jeunes, donc le baby-foot, on faisait une prière dans l'église, et chaque famille venait rechercher ses lascars et repartait en bus. Parce qu'à l'époque, c'était assez risqué quand même. Donc il y avait à peu près 150 gamins qui étaient dans cette file. Alors moi j'y étais parce qu'en février, je crois, ou en fin janvier, il y avait une période scolaire, ce qui fait qu'après le chantier, on allait donner un coup de main là-haut. Donc on a le soutien, visite des personnes âgées à la maison de retraite de Damas. On a accompagné avec une volontaire la femme d'une brave dame, je suppose qu'elle est plus vivante, quoi. Mais elle était contente de parler français, très contente. Alors justement, au niveau des Français, les gens d'un certain âge, on a rencontré des gens qui parlaient énormément, très bien français. Mandarin. Oui. Et ce qui m'a fait mal au cœur, en fait, c'est qu'on a visité tout un tas d'écoles. Le français, chez les tout petits, maintenant c'est fini. Ils apprennent le russe, qui me paraît tout à fait logique. Alors moi, à la fin de mon séjour, au bout d'un mois, j'en avais marre d'être français, parce que j'avais honte. Oui, c'est au cours de cette récréation, j'ai vu un père qui est venu, heureusement il parlait français, parce que moi l'anglais et l'arabe, ça fait deux. Hein. Et c'est un médecin, il venait chercher ses gamins, et il est venu vers moi d'un air très arrogant, il m'a dit « Monsieur, vous direz à vos amis que les amis d'Al-Nosra, enfin, les gens d'Al-Nosra qui font du très bon boulot, viennent de tirer une requête avant-hier, il y a quand même 6 gamins de 12 ans qui ont été tués. » C'est un témoignage très fort et très dur, ça. Aide matérielle, donc distribution de bourses d'études dans un patin, je ne me rappelle plus du nom. Le but, c'est aider les familles à fixer leurs enfants, si possible, afin d'éviter cette hémorragie. Donc les noms nous avaient été donnés par les autorités religieuses du secteur. On se allé avec un truc, puis on a filé leurs enveloppes. Matériel informatique dans diverses données à droite et à gauche, dans certaines communautés, et suivi de leurs installations. Alors pendant 3 semaines, donc, on a fait du chantier, et puis à un moment donné, on a un petit peu arrêté. On était de faire quelques missions à l'Attaquier, où nous avons rencontré l'évêque du secteur, qui était vraiment génial. Ce qui m'a étonné, c'est qu'il faisait très froid. Moi, j'ai souffert surtout du froid en janvier et février. Il faisait très très froid. En plus, il n'y avait pas d'électricité, car tout pétait, donc il fallait se lever pour avoir une douche, il fallait se lever à 6h du mat. Ensuite, on n'avait plus de courant, à 10h ça revenait, et il y avait le courant qui revenait à 19h. Et à l'Attaquier, ce qui m'a étonné, c'est que le brave évêque, c'était quelqu'un, c'est un évêque, pareil, il parlait très très bien français, il était couvert. Alors, on lui a dit, parce que nous, on avait vraiment froid, on lui dit, vous ne mettez pas le chômage chez vous? Ah non. Règle d'or, je reçois des gens qui ont froid, qui ont faim, qui sont pauvres, démunis, je veux être à leur hauteur. Alors, ça m'a si... ensuite, j'ai eu la chance, à la dernière semaine, j'ai eu la chance de prendre l'avion, on n'était pas nombreux, on était 4. On a pris l'avion à Damas et on était à Kamishli. Donc là, on a inséré les fesses parce qu'on passait au-dessus de Raqqa, et puis c'était la route, on ne peut pas dire qu'elle soit tellement dégagée. On a atterri à Kamishli, et ensuite on a pris un espèce de petite voiture, fourgon, c'était sympa aussi ça. Et on était escorté par les chrétiens syriaques. Et on est arrivé à Saké. Et là, à Saké, on a vérifié tout le matériel qui avait été amené à la communauté orthodoxe. C'était le Père Gabriel. Et là, c'était vraiment bien. On avait des groupes électrogènes qui avaient été payés par l'association, des espèces de toboggans, tourniquets. Ils avaient fait une salle de cohésion paroissiale qui était vraiment fantastique. Là, Et juste quand on est arrivé à Saké, ce qui était assez sensationnel aussi, j'ai vécu des bons moments là, le village d'à côté, il venait d'être libéré par l'armée syrienne. Alors j'ai pas bien compris parce qu'il y avait le fameux YPG, je ne sais pas si vous connaissez. YPG, c'est l'unité de protection du peuple des Kurdes, qui forme la branche armée du parti de l'Union démocratique syrienne. Et il y avait à peu près 50 000, alors 35 000 à 50 000 combattants, et beaucoup de femmes. C'était des jeunes femmes fantastiques, très dynamiques, avec le AK-47 là. Et je disais à mon épouse, moi, la prochaine, si j'étais pas marié, je pense que j'aurais peut-être pas été à SOS Chrétien d'Orient, mais j'aurais été du côté de YPG. C'était de très jolies femmes. Très sympa. Et... Alors la légende dit que les gens de Daesh se méfient de ces combattantes. Car il paraîtrait, mais je pense que c'est une légende, j'ai recontrôlé derrière, que lorsque un type de Daesh se fait déglinguer par une femme, la porte du paradis l'aurait fermée.
C'est ce qu'ils disaient là-haut, mais je pense que c'était un peu le folklore. Qu'est-ce que je voulais dire? À Saké, donc, on a vu des choses très dures dans les aides morales, c'est ça. On a visité des familles qui ont eu des enfants qui ont été assassinés. Alors, il y avait un petit bistrot, c'était un peu comme ici, j'espère que ça ne se passera pas comme ça. Au Graal, les chrétiens se réunissaient. Les étudiants de Damas venaient revoir leur famille, et le soir, le samedi soir, ils faisaient la fiesta, ils cassaient la croûte, et puis il y avait tout un tas de petites tables, très sympa comme ambiance. Puis un beau jour, il y a un gus, on ne sait pas si c'est un mec de Daesh ou quoi, qui leur a foutu une bombe. Donc il en a mené, puis il y a une famille qui a eu son fils tué, et l'autre qui a une jambe arrachée. Donc le prêtre voulait absolument qu'on aille voir ça, c'est partie du témoignage, de notre job. Et on a été voir ces familles-là, on est monté, c'était vraiment triste, mais incroyable. Le prêtre remontait le moral à la femme, le père était complètement mort, enfin, il était vraiment triste un peu. Puis dans tout le salon, il y avait des photos de ce gamin. Et ensuite, on est reparti voir un autre cas où l'enfant nous a reçus, lui, alors il avait une jambe en moins, et puis il était avachi sur un canapé. On lui a remonté le moral, mais enfin bon, c'était sensationnel. C'était, pour nous, c'est très dur parce que c'était vraiment du contraire. On parle de ça en France. Mais, à Saké, ensuite, on a été voir les villages qui avaient été libérés. Et le soir même, donc il y avait une super fiesta avec le prêtre. On a remonté une avenue, là on était 4 avec le prêtre. Et tous les types tiraient à la K47, et puis il y avait un feu d'artifice, un ambiance sublime. On était fiers comme Artadon, mais pas fait grand-chose, mais on était bien accueillis. Voilà. Écoutez, je crois que c'est un peu tout ce que j'ai à dire. Une question. Si, j'ai ramené une écharpe, parce que tous les volontaires sont ramenés avec ça, parce que moi j'ai ramené 10 mugs, non, 25 mugs avec poutine, la chair. Alors ça c'est la composante, ça c'est le Hezbollah, le drapeau syrien puis le drapeau iranien. Ça, on se les a arrachés ces écharpes. Pour la Coupe du Monde de football. Ouais, voilà, c'est ça. On peut aller à Marseille avec ça, on est tranquille. Merci Jacques. Mais ton sentiment, c'est-à-dire la façon dont tu as été perçu par les Syriens, parce qu'entre la Syrie et la France, il y a eu une longue amitié. Et là, brutalement, C'est pas d'accord, j'ai pas pris parce qu'il y a une anecdote. Bah, au début, on disait qu'on était français, parce que quand à la fin, on disait plus grand-chose. Et je me rappelle quand on est rentré de Kamishli, on est rentré à 3h du matin à l'aéroport de Damas. Ce qui est triste, c'est que l'aéroport de Damas, vous avez dû le connaître, à l'époque c'était un aéroport dynamique, touristique et autres. Et bien là, il n'y a rien grâce à nos amis occidentaux. Là. Et quand on est rentré à 2h du matin, on n'avait pas de taxi, on n'avait rien. Et puis on était complètement fatigué avec un collègue, on chope un taxi, on s'avachit dedans, puis on dort un peu, on est très fatigué. Et le chauffeur il nous dit Rouski. Ouais, Rouski, gaiement, quoi. Donc on a eu 2 contrôles, et dans l'équipe, les flics sont arrivés, armés, bien entendu, on était souvent arrêtés, contrôle d'identité. Rouski, ils nous ont rien demandé, mais garde à vous, salut, impeccable. Deuxième barrage, impeccable. Et puis il y a mon copain qui a un peu peur, il dit bon, arrêtez de conneries, on n'est pas russe, on est français, on tape sur l'épaule, le chauffeur, il dit on est français. Ah bon? Bon. Troisième barrage, français, hop, alors là, la porte ouverte, on était descendu, fouillé, contrôle d'identité. Franchement, des fois, j'avais un peu honte. Autre anecdote, c'est quand il y a un de mes copains qui a perdu son passeport, parce que vous avez fait un peu la fiesta le 1er janvier, et comme il n'y avait plus d'ambassade, il a fallu le consulat de Beyrouth, ça marchait pas tellement bien, on était à l'ambassade roumaine qui nous avait panné. Et le gars nous disait, mais je ne comprends pas, un ambassadeur c'est quoi? C'est les yeux, c'est les oreilles d'un pays. Pourquoi vous êtes... pourquoi il n'y a plus rien là? Non, donc, les Français, ce qui m'a fait dommage, ce qui m'a énormément gêné, c'est que les personnes d'un certain âge parlaient très bien le français, mais les tout petits ne parlaient plus français. Merci. Mona, est-ce que tu peux nous dire 2 choses sur, je dirais, la déception ou le désamour des Syriens? Viens prendre le micro. Je trouve que ce que monsieur a dit est tout à fait la vérité. C'est que bon, je me présente d'abord, je suis syrienne, à l'Épine, la ville martyre,
Je suis née à Alep, j'ai vécu à Beyrouth très longtemps, donc je suis d'origine syrienne. J'ai fait mes études en Syrie, j'étais enseignante. Ensuite, j'ai fait la connaissance de mon mari, qui vous a parlé là tout à l'heure d'Alep, de la Syrie en général. Et je peux dire que le témoignage, ce que vous venez de dire, c'est tout à fait la vérité. Parce que je suis en permanence en contact téléphonique avec mes sœurs. J'ai 2 sœurs qui vivent toujours à Alep. Nous sommes chrétiens. Je suis grec orthodoxe. Ça ne veut rien dire du tout parce que j'ai une sœur maronite. J'ai une autre sœur qui, vous devez connaître un tout petit peu comment ça se passe là-bas. On dit chrétien et c'est tout. Comme on disait musulman et c'était tout. J'ai fait mes études chez les sœurs franciscaines et toutes mes grandes amies, c'était des musulmanes. Et ça, je vous parle d'une époque qui est complètement révolue, bien sûr. Donc, il n'y avait pas cette animosité qui était comme maintenant. Et ensuite, tout ça, ça a été une question politique qui a été montée de tous les côtés. Et là, maintenant, on parle, quelle est la vraie guerre? La vraie guerre, c'est entre les sunnites et les chiites. Il faudrait qu'on sache ça. Qu'est-ce que c'est Daesh? Daesh, ça vient de qui? Ce sont les sunnites. On dit que les chiites, c'est les autres, c'est Assad, qui n'est pas aussi mauvais qu'on le prétend. Après tout, c'était notre protecteur, Assad. Et il l'est toujours. Et jusqu'à présent, ce qu'on dit là maintenant, j'ai tendance à dire à mes amis, et je vous le dis à vous, et je dis à tout le monde, mon mari l'a bien expliqué. D'ailleurs, je crois que monsieur, vous avez été en Syrie pour SOS Chrétien d'Orient. D'ailleurs, c'est un organisme que j'aime beaucoup, bien sûr. Et vous, monsieur, vous avez été en Syrie, donc bien sûr, vous avez côtoyé des chrétiens. Et je suis en permanence, parce que j'ai beaucoup de familles qui sont encore en Syrie. Je peux vous dire simplement, c'est que la France, je le dis et je le répète, a complètement perdu la face en Syrie. C'est une honte de faire ce que la France a fait. Et jusqu'à présent, ils se voilent la face et ils ne font rien du tout. Ils laissent passer les choses. Et résultat, n'allez pas demander à des Syriens, surtout des chrétiens syriens, qu'est-ce qu'ils pensent de la France. La France est quasi insignifiante. Donc vous me dites, là tout à l'heure j'ai entendu un témoignage, vous vous êtes passé pour un Russe, et là alors on vous a fait une révérence, on vous a laissé passer. Mais quelle idée de dire que vous êtes français. Si j'étais là-bas, je vous l'aurais déconseillé. Ça, c'est une chose à ne pas le dire. Il ne faut pas dire qu'on est français. Et ça, c'est une honte. Alors qu'à mon époque, moi, quand j'ai fait mes études en Syrie, eh bien, tout le monde, là, tout à l'heure, quelqu'un disait, les Syriens parlent français, parce que moi, je n'ai pas appris le français ici, messieurs, dames. Non. Je l'ai appris chez moi en Syrie. Et quand je m'exprime parfois ici, on me dit mais c'est pas possible qu'en peu de temps, bon ça fait quand même 40 ans que je suis là, mais que je m'exprime et que je sache exactement manier la langue française. J'aimerais bien qu'un Français parle l'arabe aussi bien que nous, certains Syriens ou bien Libanais, parce que je suis mi-syrienne, mi-libanaise, nous parlons votre langue française. Je suis française de toute façon. Bon. Mais alors, pour en revenir, là c'est la Syrie, là maintenant, pour le moment, les chrétiens n'y sont quasiment plus du tout. Je parle d'Alep. Mais grâce, vous allez me dire, monsieur, j'allais vous poser la question. Vous avez été à Alep. Est-ce que vous ne croyez pas que ceux qui veulent sauver les chrétiens, qui vont sauver Alep, ce sont les Arméniens? Parce qu'il y a une communauté arménienne, mais eux, de toute façon, en dehors des Arméniens, il n'y a point de salut. Mais quand même, eux, ils ont un quartier qui est à eux, et ils ne partent pas, c'est du côté de Saint-Georges, de la cathédrale Saint-Georges, je connais très bien, c'est ma ville natale, là-bas.
Donc là-bas, il y a encore des chrétiens, tandis que moi, ma famille, il n'y a plus personne. Il n'y a que des personnes d'un certain âge et les jeunes ont déserté Alep d'une façon incroyable. Qui sait? Les parents, avec cette guerre, ils sont partis pour la plupart au Liban. Le Liban a eu une force incroyable. Il y a beaucoup de Syriens. Je ne peux pas en vouloir aux Libanais parce que les Libanais ont fait ce qu'ils peuvent. Mais là, maintenant, ils n'en peuvent plus. Et ils ont commencé à prendre, et c'est dommage, en grippe les Syriens. Ça peut se comprendre un tout petit peu. Parce qu'il y a eu une invasion incroyable des Syriens partout. Et le Liban, vous n'avez qu'à regarder sur une carte, c'est une petite ville, c'est vraiment très petit. Alors quand on voit que ce sont les Syriens qui viennent se mettre, enfin ce sont des familles entières qui viennent au Liban. Donc ils sont très mal accueillis pour le moment. Sauf, bien sûr, les Syriens qui sont aisés et qui ont pu aller au Canada peut-être, aux États-Unis. En France, pas beaucoup, parce que ça ne leur plaît pas. La vie, c'est quand même dommage, parce que nous, quand nous avons vécu pour notre enfance, nous, c'était notre seconde patrie. On disait, la mère, c'est notre mère, la France. Alors là, notre mère, elle s'est éloignée de nous depuis très longtemps. Et les gens, de toute façon, allaient parler maintenant avec la nouvelle génération. J'ai travaillé très longtemps à la bibliothèque universitaire d'Aix. Et j'ai côtoyé des étudiants, du matin jusqu'au soir. J'ai côtoyé des collègues. Et quand on leur parle du Moyen-Orient, de la Syrie, du Liban, ben, excusez-moi, il y a une méconnaissance incroyable de tout ce qui se passe dans cette partie. Pas seulement une méconnaissance, il y a une méconnaissance et il y a aussi un manichéisme incroyable. Ils s'en foutent de toutes ces choses-là. Et bien, c'est votre guerre. Vous n'avez qu'à vous en sortir de vous-même. Enfin, tout ce que je peux dire là maintenant, c'est que la Syrie, les chrétiens, à Alep, ma ville natale, ils sont très peu nombreux. Les familles qui sont parties ne reviendront pas à moins qu'il y ait une stabilité. Et tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils demandent, c'est qu'on les laisse tranquilles et qu'il n'y ait pas des guerres. Par exemple, dernièrement, ce que Macron a fait, eh bien, c'est quelque chose qui a choqué tous les Syriens, et pas seulement les Syriens. J'ai été très étonnée de voir que même les Libanais, ils l'ont pris en grippe, ils ont dit « qu'est-ce que ça veut dire ça ?» Mais alors, il est complètement inconscient. Oui, mais il est inconscient, qu'est-ce que vous voulez? Il a tout changé. Il n'y a qu'à voir la dernière visite qu'il a faite. Quand il a été avec Poutine, eh bien, il fallait voir que lui, il n'avait plus ses terres et ses talents qu'il avait que lorsqu'il a été avec Trump. On n'en était plus à taper sur l'épaule de l'un et tout ça. Il était complètement comme un enfant devant lui. Donc, et il a avoué que pour le moment, on ne touche pas à Assad. Alors qu'avant, c'était la cible numéro 1 et qu'il fallait absolument, c'était sine qua non. Il fallait que Assad démissionne, qu'il s'en aille. Eh bien, qu'il nous laisse tranquilles. Et après l'avenir, on verra qu'est-ce que ça peut donner. Il faudrait qu'il y ait une certaine stabilité, qu'on ne se mêle plus de nos affaires. Mais malheureusement, ça c'est dans un monde utopique. Je ne le pense pas, parce que la guerre, ce n'est pas simplement ça. C'est une guerre d'intérêt, et encore une fois, je le répète, c'est une guerre entre les chiites et les sunnites. Et une fois qu'ils sont plus ou moins trouvé une solution, peut-être que le calme reviendra en Syrie, et peut-être que les familles chrétiennes, dont je fais partie, une famille très nombreuse, peut-être qu'ils reviendront, mais pour le moment, il n'en est pas question. Merci Lola. Bon, des présentations, des témoignages, c'est très chargé ce soir, donc je vais tout de même donner la parole à Christophe pour rapidement, à Rodolphe. Rodolphe, sur les SOS chrétiens d'Orient, pour que vous sachiez ce qui est fait à partir de tout.
Oui, merci beaucoup Philippe de m'avoir invité ce soir à Café Histoire. Merci aux intervenants aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. On pourrait passer toute la nuit sur le Proche-Orient et même toute une vie, on aurait du mal à tout comprendre. Quoi qu'il en soit, SOS Chrétien d'Orient a été créé par rapport à la prise de Maaloula par Al-Qaïda en 2014, 2013, 2014. Maaloula, c'est un petit village en Syrie où on parle encore la langue du Christ, l'araméen. D'accord. Et donc du syriaque. Et il était incroyable pour nous, chrétiens occidentaux, français, engagés, un peu militants, identitaires, que le village où on parle l'araméen soit conquis par Al-Qaïda. Il y a eu plusieurs martyrs, et à Paris, Benjamin Blanchard et Charles de Bière ont créé SOS Chrétien d'Orient avec un groupe d'amis, alors qu'ils étaient dans un panier à salade, parce qu'ils étaient à la manif pour tous. Et ils se disaient, ce pays part à volo, on va faire le mariage des pères homosexuels, et puis on est incapable de s'engager pour les chrétiens d'Orient. Donc ils ont dit, on va s'engager pour les chrétiens d'Orient, ils ont créé SOS Chrétien d'Orient, ils ont fêté Noël à Damas, et ensuite il y a eu la grande aventure. Alors la grande aventure, ça a été d'envoyer d'une manière prophétique des jeunes Français aller aider les chrétiens d'Orient. On a vu cette dame qui vient d'intervenir, qui parle un français remarquable. Donc on voit bien que la francophonie, à travers le mandat et jusqu'à aujourd'hui, la francophonie était très développée. Aujourd'hui, la francophonie est totalement disparue. Les gens qui parlent français ont plus de 70 ans, 75 ans. Seuls les patriarches encore actuellement parlent français. Les jeunes prêtres ne parlent plus français, ils parlent anglais. Donc on a décidé d'envoyer des jeunes français sur place. Pourquoi on a décidé cela? Parce qu'il était pour nous insupportable que dans 50 ans, dans un siècle, les historiens, il y a plusieurs personnes d'entre vous qui sont aussi des profs d'histoire, on dise, en 2010-2015, il y a eu 20 000 Français qui sont allés se battre du côté de Al-Qaïda, ou de Al-Nusra, ou de Daesh. C'est impossible d'imaginer cela. Et bien pourtant, dans 50 ans, dans un siècle, dans le livre d'histoire, lui sera marqué, 20 000 Français sont allés se battre du côté de Daesh et d'Al-Nusra. Et moi, je me suis dit, et nos amis parisiens se sont dit, mais non, la France, c'est pas ça. La France, elle a filmé l'Église, on va finalement nous y aller sur place, et on va montrer qu'on peut inverser à notre niveau un petit peu le cours de l'histoire en y allant. Alors on envoie des volontaires qui prêtent leurs bras, qui prêtent leurs prières, pour essayer de remonter un peu aussi nos frères d'Orient, qui sont très heureux de voir les Français, des Occidentaux, ne pas les oublier. Parce que bon sang, depuis les croisades, quand même, depuis le temps, on était présents là-bas au Proche-Orient. Donc ne plus y aller, c'est pour eux, c'est les abandonner. Donc être présent sur place, pour nous Français, c'est incontournable. Voilà. Donc concrètement, on envoie des jeunes Français, et ils vont là-bas sur place, ils renforcent leur foi identitaire, ils reviennent, et on a de grandes relations avec les prêtres, les patriarches, les évêques, chrétiens d'Orient sur place, qui soient chrétiens, qui soient maronites, qui soient orthodoxes, qui soient... on aide toutes les églises d'Orient. Sachez quand même qu'à la ville d'Alep, il y a 13 évêques différents. Donc on aide les 13 évêques différents. Vous voyez? Donc c'est important qu'on soit là-bas sur place. Concrètement, on aide à la construction d'églises. Pourquoi on aide à la construction d'églises et de cathédrales? Mais parce que dans un pays qui est majoritairement musulman, quand toute la journée vous avez le muezzin qui vous appelle à la prière, si vous n'entendez pas le son de la cloche, vous êtes désespéré quand vous êtes chrétien. À Maaloula, par exemple, le prêtre, le père Toufik, maintenant qu'il n'y a plus de musulmans à Maaloula, parce qu'ils ont été exfiltrés manu militari, ce n'est plus le muezzin qui chante. Maintenant, il y a l'Ave Maria, 5 fois par jour. Donc vous voyez, on a commencé à remplacer certaines choses, mais à Maaloula. Donc vous voyez, il est important d'être cette présence française sur place pour reconquérir ce qu'on peut essayer de reconquérir. On a des liens aussi avec les politiques, puisqu'on a eu l'occasion d'envoyer 4 députés français, dont M. Mariani, dont M. Bach, donc là-bas, sur place, pour justement demander le rétablissement des liens diplomatiques avec la Syrie. Comment ça se fait que dans un pays dans lequel on n'a pas de lien diplomatique, comment on peut dire qu'on peut essayer de discuter avec eux? Au contraire, il faudrait renforcer la présence diplomatique pour éviter que la guerre se développe. Parce que cette guerre, nous ne cachons pas la face. Tout à l'heure j'entendais, on est en 36,
c'était la guerre civile. Mais oui, c'était ça, la guerre civile qui est en 1936 en Espagne. Ça aboutit à quoi? La Deuxième Guerre mondiale, 50 millions de morts. Aujourd'hui, nous sommes en 38-39. Nous sommes en 2018, mais nous sommes en 38-39, chers amis. Il y a 5 pays qui ont des forces militaires en Syrie. Les Américains sont 20 000, les Russes sont 20 000, les Turcs sont 20 000, les Israéliens sont 20 000, et les Iraniens et les milices iraniennes sont 20 000. Ils ont plus ou moins l'arme nucléaire, ils sont tous plus ou moins à couteau tiré, entre sunnites, chiites, pour le gaz, pour le pétrole, et au milieu, les pauvres chrétiens qui représentent même plus 5% de la population. Alors si on laisse faire, chers amis, on va avoir, on a entendu tout à l'heure, vous disiez, une guerre civile mondiale. Mais cette guerre civile mondiale, elle a commencé depuis maintenant, depuis 2001. Et on est dans cette continuité. Donc le fait d'être, nous, SOS Chrétiens d'Orient, d'avoir essayé d'envoyer des députés français sur place, c'était pour faire infléchir le gouvernement sur la position anti-Assad aussi, pour pas qu'on soit que du côté de Al-Nosra. Et concrètement, ben, effectivement, notre petite action a porté aussi ses fruits. Si vous voulez nous aider, vous pouvez nous aider financièrement, merci. Plusieurs d'entre vous, chers amis, je vous reconnais, vous nous aidez déjà. Samedi, il y a une grande journée à la vallée du Var, dans les jardins de Vaudouin. On crée un lien privilégié avec les mairies, on crée un lien privilégié avec le clergé. Et donc, si vous voulez venir samedi, à la journée de 2020, il y aura des conférenciers, il y aura Benjamin Blanchard qui sera là. Et puis, on sera à votre écoute. Et c'est une journée aussi d'espérance, parce que je ne voudrais pas qu'on finisse sur une note un peu pessimiste. Mais la guerre aujourd'hui en Syrie, j'étais à Alep il y a 3 semaines, on n'entend plus le bruit du canon, un petit peu, mais les gens recommencent à travailler et on commence à reconstruire. Et on a donné plus de 15 000 euros à l'évêque, vous parliez des Arméniens, on a donné 15 000 euros à Monseigneur Sarkissian pour justement aider à la reconstruction. Et tout à l'heure, j'avais une information, donc ça y est, le premier appartement d'un Arménien apostolique commence à être construit à partir d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est bonne finir sur cette note. Mais il y a une nouvelle population que personne ne connaît. Il y a une nouvelle population. Ce sont des gens que personne ne connaît. Je sais pas maintenant, effectivement, là, on rentre dans des débats encore qui peuvent encore très très longs. On peut passer la nuit là-dessus. Mais en tout cas, merci de votre accueil, de votre écoute. Je vous laisse la parole à la Philippe. Merci. Vous avez bien noté, c'est samedi prochain. À La Valette, c'est samedi, donc ce samedi, à La Valette du Var, donc au jardin remarquable de Baudouin. À partir de 10h du matin. À partir de 10h du matin, toute la journée. Toute la journée avec des conférences. Il y aura Ali Laurent, il y aura Benjamin Blanchard, Monseigneur rêve à intervenir aussi. Donc voilà. De toute façon, il y a le programme à votre disposition à l'entrée du Var. Voilà. Que samedi. Que samedi. Oui, mais dimanche aussi, l'expo continue. Oui, l'expo continue. C'est samedi, journée Chrétien d'Orient. L'État d'Israël a-t-il des intérêts dans ce conflit? Quels sont-ils? Et dans quelle mesure ces intérêts influencent-ils la diplomatie occidentale? Puisqu'on a parlé du marxisme culturel, des droits de l'homme, du politiquement correct. Je crois que tout cela, comme vous l'avez dit d'ailleurs, c'est la superstructure idéologique, c'est la Libye. Derrière, il y a des intérêts économiques certainement globaux. Voilà. Quelles sont les ressources pétrolières ou en gaz de schiste de la Syrie? En quoi cela est-il important pour Trump? Qu'en est-il du plateau du Golan? Je crois qu'il y a un sujet du Golan, un sujet de conflit avec Israël. Voilà. Quelle est la position occidentale et quels sont les intérêts israéliens en jeu? C'est une question piège. Hein. Dès qu'on parle d'Israël, hein, tout de suite, ça devient très difficile. Alors, moi, je vais être honnête avec toi, Julien. Je ne suis ni pro-israélien, ni pro-palestinien. Tout à l'heure, on citait le général de Gaulle, je ne suis pas gaulliste du tout, mais je crois que c'est extrêmement compliqué. Depuis 1947, il y a eu la création de l'État d'Israël, et Israël a besoin d'eau, entre autres. Et pour avoir de l'eau, d'abord, les Israéliens, il y a plusieurs familles d'Israéliens, il y en a qui veulent l'État d'Israël sous sa forme actuelle, il y en a qui veulent le grand Israël, il y en a qui veulent le très très grand Israël. Alors le très très grand Israël, c'est le monde entier.
Là où il y a certains juifs orthodoxes disent là où je suis, c'est Israël. Donc, Oui, ça va. donc ça c'est donc très Israël. Après, il y a un plus petit Israël. Censuré. Ouais. Il y a un plus petit Israël qui va de l'Euphrate jusqu'au Caire. Voilà. Donc ça, c'est un plus petit Israël. Et puis après, il y a l'Israël qu'on voit sous sa forme actuelle. Merci. Le Golan, pourquoi le Golan? Le Golan, c'est l'eau. Donc il y a une volonté pour les Israéliens d'avoir les sources du Golan parce qu'il y a de l'eau. Donc pour eux, il faut pouvoir ravitailler toute leur terre, toute leur colonie avec cette eau-là. Donc voilà, pour eux, c'est important, c'est un enjeu stratégique. Voilà. La politique israélienne, la volonté israélienne, c'est d'avoir des États, des petits États autour d'Israël. Il ne faut pas avoir des États forts. Il faut qu'il y ait un État maronite, il faut qu'il y ait un tout petit État syrien, alaouite, un tout petit État druze, un tout petit État jordanien, mais des petits États pour ne pas concurrencer le grand Israël. Voilà. Donc eux, leur objectif, c'est d'avoir des pays confessionnaux, comme eux, ils considèrent être un État confessionnel. Ils veulent que tout autour, ça soit des États confessionnels. Ne parlez pas d'Israël à tous les pays qui sont autour. Moi, aujourd'hui, je ne peux plus aller en Israël, enfin en Terre Sainte. Je ne peux plus aller sur mon passeport, je ne peux plus aller je suis obligé d'avoir un deuxième passeport. Voilà, donc ça, je ne peux plus y aller. Monseigneur Ray, par exemple, quand on est allé ensemble en Syrie, il s'était trompé de passeport, il avait deux passeports. Et il a pris son passeport sur lequel il va régulièrement en Terre Sainte. Et bien, on a attendu 3 heures pour passer la frontière. Il s'est monté jusqu'à Bachar el-Assad pour pouvoir qu'il puisse passer. Vous voyez, donc c'est très très particulier. Les Syriens ne supportent pas Israël, les Israéliens ne supportent pas les Libanais et les Syriens. Moi je crois que on pourrait trouver une solution. Peut-être que nous les chrétiens on pourrait l'amener. C'est pour ça qu'on est un peu le sel de la terre. C'est pour ça que les chrétiens sont importants dans ce pays-là. Si les chrétiens disparaissent du Proche-Orient, nous aurons un conflit majeur dans les années qui viennent. Majeur. Et nous aurons les métastases de ce conflit majeur chez nous. Il y a plus de 50 millions de musulmans en Europe. Nous avons une démographie qui est déclinante. Nous avons une foi qui est vacillante. Et en face, nous avons un islam conquérant, militant, qui veut nous soumettre. Et ils se disent, nous avons le pétrole, nous avons le gaz, jusqu'en 2050, grosso modo. Parce qu'en 2050, nous aurons les énergies renouvelables. On n'aura plus besoin du pétrole. Donc, jusqu'en 2050, ils savent qu'ils ont les clés pour soumettre le monde entier à l'islam. Donc il faut, nous, de notre part, parler d'avoir des enfants, parler de connaître l'histoire, parler de la francophonie, parler de la foi. Mais tout ça, c'est un tout. Voilà. Chez les musulmans, quand on est musulman, c'est un tout. Et bien, nous aussi, nous devons être un tout. Voilà. Bien, merci. Je vous propose d'en rester là pour ce soir. Merci de votre attention. C'est un exercice qui n'était pas...